l'événement Couple et sexualité de Bistro Brain Montréal. Je me présente, Mélisa Gagnon, coordonnatrice de Bistro Brain Montréal, et c'est moi qui vais animer la soirée de ce soir. Rapidement, le concept des événements Bistro Brain, c'est 4 présentations de vulgarisation scientifique d'environ 12 minutes chaque, suivies d'une période de 5 minutes de questions pour chaque présentation. Aujourd'hui, on va avoir 2 présentations, ensuite une pause de 10 minutes environ, puis les 2 dernières présentations. Le but des événements Bistro Brain reste toujours de démocratiser le savoir à travers le plaisir. Notez que l'événement est enregistré, donc vous allez pouvoir le revoir et encore le revoir et partager les présentations si ça vous tente. Il y aura aussi un quiz à la fin de l'événement avec des cartes cadeaux à gagner. Donc, on vous conseille de rester à l'affût lors des présentations si vous êtes intéressé par ces fameuses cartes cadeaux. Finalement, merci à notre collaborateur de la soirée, donc l'unité de recherche et d'intervention sur le trauma et le couple, TRACE, sans qui cette soirée n'aurait pu être possible. Alors, on va recevoir en premier la première présentation d'Éliane Dussault, intitulée « Une lueur d'espoir pour les survivantes de maltraitance ». Pour la présenter, Éliane est candidate au doctorat et chargée de cours en sexologie à l'UQAM. Ses recherches portent sur la présence attentive et le bien-être sexo-relationnel des survivants et survivantes de maltraitance en enfance. Passionnée de vulgarisation scientifique, Éliane est notamment éditrice du blog Trace et lauréate du concours Dialogue des fonds de recherche du Québec. Donc, on peut accueillir Éliane. Bonsoir. Est-ce que j'ai un signal pour commencer ou c'est quand je veux? Parfait. Donc, la présentation que je vais faire ce soir va porter sur une partie de mes données de thèse doctorale. Donc, tout d'abord, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que dans le titre de ma présentation, j'ai mentionné une lueur d'espoir? Quand on parle de maltraitance à l'enfance, on fait référence généralement à différents types de traumatismes, de mauvais traitements qui sont perpétrés de la part de figures parentales envers un enfant âgé de 18 ans et moins. On inclut notamment de la victimisation sexuelle, physique et psychologique, de même que la négligence dans ces types de maltraitance. J'étais rendue où? Donc, c'est ça. Généralement, quand on parle de maltraitance, on va beaucoup faire référence aux conséquences négatives associées à ces formes de traumatisme, comme au niveau de la sexualité et des relations intimes à l'âge adulte des personnes survivantes. Ce qu'on peut observer notamment, c'est que ces personnes-là vont avoir plus de difficultés à s'investir dans des relations intimes à l'âge adulte, vont avoir des relations qui vont être plus caractérisées par les conflits qui peuvent escalader en violence conjugale et vont éprouver plus de difficultés sexuelles également. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont vivre des trajectoires de guérison et d'épanouissement à la suite de ces traumatismes. Donc, on voit qu'il y a un portrait qui n'est pas tout à fait homogène par rapport au vécu des personnes survivantes à l'âge adulte. Cependant, il y a beaucoup moins d'études qui se sont penchées sur les trajectoires de guérison et épanouissantes chez les personnes survivantes. C'est ici que la présence attentive vient intervenir. Si jamais vous avez jamais entendu parler de présence attentive, ça se peut que vous en ayez entendu parler sous les termes de mindfulness ou de pleine conscience. Généralement, dans les études, on va la définir comme étant la conscience qui émerge lorsqu'on porte attention dans l'instant présent, sans jugement et avec acceptation. Si vous regardez juste ici, sur le petit collage que j'ai inclus dans le diaporama, vous allez pouvoir voir qu'il y a énormément de couvertures, de revues, de livres, d'applications qui existent sur la présence attentive maintenant. C'est parce qu'on a accordé vraiment une attention exponentielle à ce mécanisme vraiment important pour le mieux-être des populations, pour toutes sortes de problématiques de santé et de société, notamment. Si jamais vous n'êtes jamais prêté à la présence attentive, je vous invite à faire un petit exercice avec moi. Si vous êtes confortable, si c'est accessible pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Puis, sans tenter de la changer, portez toute votre attention sur votre inspiration, votre expiration, dans toute leur longueur.
dans toute leur profondeur. Je vous invite maintenant à revenir avec moi pour le reste de la présentation. Donc, on vient de faire une très courte pratique de présence attentive. La présence attentive peut agir comme une lueur pour les personnes survivantes de trauma à l'enfance ou de maltraitance. Pourquoi? Parce qu'elle a un potentiel de guérison par une reprise de contact avec le moment présent. Cependant, ce qu'on vient de faire ensemble, ça s'appelle une pratique plus ou moins structurée de présence attentive. C'est beaucoup plus difficile à exercer pour les personnes qui ont vécu des traumas ou de la maltraitance parce que, à cause de leur contexte familial qui souvent ne permettait pas de développer les capacités nécessaires pour entrer en relation avec le monde de façon empreinte de présence attentive, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes d'évitement qui sont souvent maintenus à l'âge adulte, comme la consommation de substances ou de l'investissement dans des relations intimes de codépendance, par exemple. Cependant, dans le bon contexte, la présence attentive peut vraiment offrir un tremplin pour la guérison pour les personnes qui ont vécu de la maltraitance. C'est ici que mes recherches doctorales interviennent. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines personnes survivantes de maltraitance qui ont vécu des événements difficiles, mais qui vont vraiment mieux s'en remettre que d'autres à l'âge adulte, qui vont éprouver une sexualité et des relations intimes plus ou moins épanouies. Donc, le portrait est assez hétérogène là, selon les individus. Je me suis donc posé plusieurs questions, dont deux que je vous présente ce soir, qui m'ont vraiment habité durant les dernières années, c'est-à-dire qui s'en sort mieux et quelles sont les trajectoires qui caractérisent ces individus-là pour nous aider à mieux accompagner les personnes qui s'en tirent avec plus de difficultés à l'âge adulte. Dans une première étude, on a fait une analyse de profil. Je vous invite à porter votre attention sur la petite figure qui est à droite. Donc, une analyse de profil, en quoi ça consiste? C'est qu'on prend une population, donc un échantillon de recherche qui est désorganisé, hétérogène, puis on essaie de le regrouper selon un tout ou plusieurs tout qui ont un sens. Donc, de prendre des individus qui, au sein d'un même groupe, vont avoir des caractéristiques similaires, mais qui, entre les groupes, vont être différents. Dans notre échantillon, on a trouvé trois groupes de personnes qui avaient vécu des maltraitances différentes et qui avaient des niveaux de présence attentive différents. Le premier profil avait vécu moins de victimisation et avait un niveau de présence attentive plus élevé. Le deuxième groupe avait vécu de la maltraitance, surtout psychologique, et avait un niveau de présence attentive faible. Et finalement, le troisième groupe avait vécu de la maltraitance multiple, donc c'est-à-dire au niveau physique, psychologique et majoritairement sexuel, ainsi qu'une présence attentive faible. Vous remarquez peut-être que les prévalences de l'agression sexuelle à l'enfance dans ce tableau-là sont très élevées. C'est normal, c'est parce que le focus de l'étude portait vraiment sur l'ASE, comme on va le nommer dans la présentation. Quelques résultats sur lesquels j'aurais aimé porter votre attention, c'est que dans le premier groupe qui a vécu peu d'autres formes de victimisation que l'ASE, on compare les non-victimes d'agressions sexuelles aux victimes et ce qu'on voit, c'est que ces gens-là s'en sortent de la même façon au niveau sexuel et relationnel à l'âge adulte. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il semble que l'ASE ne soit pas suffisante pour expliquer les difficultés sexo-relationnelles à l'âge adulte. Bien que l'ASE soit un traumatisme important pour les gens qui le vivent, on s'entend. C'est juste que potentiellement, dans leur contexte familial, il y a peut-être pu avoir davantage de dévoilement de l'agression sexuelle, de prise en charge et de cessation des actions et potentiel de guérison pour les personnes survivantes. Ensuite, dans notre deuxième et dans notre troisième groupe, on a quand même des niveaux différents de maltraitance et des types différents aussi. Cependant, les gens ne se distinguent pas au niveau de leur présence attentive. Donc, ce que ça nous indique potentiellement, c'est que le simple fait d'avoir un environnement familial qui n'est pas sécurisant, où il y a certains niveaux de maltraitance, pourrait affecter le bien-être sexo-relationnel à l'âge adulte. Cependant, quand on regarde au niveau des conséquences sexo-relationnelles, il y a un effet cumulatif qui se fait ressentir. Donc, il semble que plus on vit de types de maltraitance différents,
et plus ceux-ci sont chroniques, répétés dans le temps, et plus ça semble affecter la sexualité et les relations à l'âge adulte. Ensuite, on a procédé à une analyse approfondie des trajectoires de vie des personnes participantes du profil 3, donc qui avaient vécu le plus de formes de maltraitance. Ce qu'on peut voir, qui est illustré par les flèches dans la diapositive, c'est une trajectoire qui mène de la souffrance à la guérison au sein de ce sous-groupe de l'échantillon. Donc, ce qu'on voit tout d'abord, c'est que les participants de ce sous-groupe ont vraiment une myriade de stratégies d'évitement dans lesquelles elles s'investissent, notamment, par exemple, la consommation de substances ou l'investissement dans des relations de codépendance. À la suite de certaines circonstances de vie, comme des échecs amoureux répétés, certains participants vont se tourner vers une réduction de leur stratégie d'évitement. D'autres personnes vont plutôt dire « il me semble que ce que je vis, c'est difficile, je vais essayer de trouver d'autres façons de vivre mon quotidien ». Puis, ces autres façons-là impliquent de réduire les stratégies d'évitement. Finalement, on voit que la réduction des stratégies d'évitement passe par une recherche de sens et par une redéfinition du sens qu'on donne à sa vie. Puis tout ça, en fait, est vraiment familier avec la présence attentive parce que pour faire ça, il faut développer une conscience accrue de son vécu, de son ressenti, etc. Dans une autre étude, on a analysé les trajectoires de vie des participants du profil 2, donc les personnes qui avaient vécu particulièrement de la maltraitance psychologique et l'agression sexuelle à l'enfance. Ce qu'on voit, c'est que les personnes de ce groupe-là vont attribuer leurs difficultés sexuelles et relationnelles à l'âge adulte à l'agression sexuelle à l'enfance qui a été vécue. Pourtant, ce qu'on voit dans l'autre étude de profil que je vous ai présentée, c'est que le seul vécu d'agression sexuelle ne semble pas suffisant pour expliquer les difficultés sexuelles et relationnelles à l'âge adulte. Donc, il y a potentiellement une éducation populaire à faire ici sur les différents types de maltraitance et leurs conséquences possibles pour les adultes. Chez nos personnes qui vont mieux, ce qu'on voit, c'est que leurs trajectoires sexo-relationnelles sont vraiment caractérisées par le développement d'une authenticité, une capacité à mettre des limites au sein de ces relations et à se montrer vulnérable dans ces relations intimes. Ce qu'on voit aussi, c'est que généralement, cette trajectoire-là va être enclenchée soit par la rencontre d'une ou d'un partenaire intime qui va favoriser un sentiment de sécurité, ou soit par l'investissement dans une trajectoire personnelle comme une thérapie. Cependant, ce qu'on voit, c'est que quand on a tendance à s'investir dans l'un ou à rencontrer un partenaire, l'autre va se revenir par la suite, comme pour former un cercle vertueux vers la guérison. Dans ces données-là aussi, la recherche de sens et l'acceptation des événements qu'on ne peut pas changer dans son passé semblent vraiment jouer un rôle clé pour développer une façon d'entrer avec le monde qui est empreinte de présence attentive et qui permet la guérison. Si on met tout ça en commun, j'aurais quelques constats que j'aurais envie de vous transmettre pour aujourd'hui. Tout d'abord, je n'ai pas procédé à une analyse des trajectoires de vie en profondeur des participants du profil 1 parce que je n'avais pas suffisamment de données pour produire une étude de qualité. Donc ça nous indique que dans le futur, il pourrait être intéressant de répéter des analyses auprès d'un autre échantillon. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que les différents types de maltraitance peuvent avoir des rôles respectifs dans le développement des difficultés ou du mieux-être sexuel et relationnel à l'âge adulte. Ce qu'on voit aussi, c'est que la maltraitance physique, donc la négligence ou la violence physique, ont tendance vraiment à arriver de façon co-occurrente avec la maltraitance psychologique. On gagne aussi à illustrer aux personnes survivantes qu'elles peuvent avoir de l'espoir d'aller mieux et leur faire valoir qu'est-ce qu'elles gagnent à développer une autre façon d'entrer en relation avec la vie qui est empreinte davantage de présence attentive. Puis, finalement, quand on parle de séquelles sexuelles et relationnelles à la suite d'un vécu de maltraitance à l'enfance, il semble que l'établissement de relations sécurisantes, qu'elles soient avec des professionnels ou avec des partenaires intimes, joue vraiment un rôle clé dans le mieux-être, tout comme la recherche de sens par rapport à son histoire. Je vous remercie.
Merci, Eliane, pour ta présentation. Donc, je vais inviter pour une période de 5 minutes les gens qui ont des questions à venir au micro ici pour poser leurs questions. Allô. Je me demandais, comment t'en es venu à choisir le nombre de différentes formes de victimisation plutôt que d'autres caractéristiques des personnes pour former tes classes latentes? Tout d'abord, pour les intellos de ce monde qui nous écoutent, j'ai fait une classification hiérarchique et non des classes latentes, ce qui n'est pas important pour le bien de la présentation. Si je comprends bien ta question, c'est pourquoi on a nommé les groupes de cette façon? Oui, plutôt que de prendre d'autres caractéristiques. Parce que les variables sur lesquelles on s'est basé pour composer nos profils, c'était vraiment les variables de maltraitance et de présence attentive. Donc, on a nommé nos groupes selon les variables qu'on avait utilisées pour former nos groupes. Okay. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. On pourra en rejaser de vive voix si jamais. Merci. D'abord, merci pour la présentation. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a d'autres variables explicatives du mieux-être qui ont émergé pendant ton étude? Ben, c'est sûr que je me suis vraiment intéressée à la présence attentive comme mécanisme. Ça faisait vraiment partie de mes intérêts de recherche. Donc, c'est dur à expliquer sans faire une liste d'épicerie parce que j'avais un devis d'études qui était mixte. Donc, j'ai à la fois des données quantitatives, des données qualitatives, comme certaines personnes ont pu le déduire. Mais dans les données qualitatives, ce qu'on voit, là, c'est vraiment... il y a le concept de croissance post-traumatique qui prend de la place aussi. Donc, le fait d'être capable de vivre des changements positifs à la suite de vécus traumatisants, d'événements adverses très bouleversants. Donc, la croissance post-traumatique, c'est un peu ce que j'essayais de dire ici, c'est qu'elle émerge vraiment dans le cadre de relations sécurisantes à la suite d'un vécu de maltraitance, ce qui semble logique considérant que la maltraitance est un trauma de nature relationnelle. Donc, il semble qu'il faille passer par des relations sécurisantes pour avoir une forme de guérison. Donc ça serait une chose que je pourrais rajouter. Et sinon, ce qu'on voit aussi dans les récits de vie, c'est qu'il y en a qui vont vraiment s'investir dans des pratiques spirituelles organisées comme pratiquer la méditation, aller faire des marches méditatives, etc. Mais c'est vraiment pas la majorité de nos participants. Donc, ce qu'on voit, c'est que vraiment le fait d'être capable de raconter une histoire, ce qu'on peut appeler la mentalisation aussi, donc redonner un sens à son histoire différent de ce qu'on a vécu, par exemple en arrêtant de se blâmer pour les événements, va aussi favoriser la guérison. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je n'ai pas des mécanismes clés identifiés parce que je n'ai pas fait d'analyse de médiation ou quoi que ce soit, mais dans ce que j'ai vu émerger dans les récits de vie, c'est ce qui ressortait le plus. OK, merci. 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 Donc, merci encore, Eliane. La prochaine à présenter est Élise Villeneuve avec sa présentation intitulée « Prisonnier-prisonnière de sa relation, vivre du contrôle coercitif ». Donc, pour la présenter, Élise est étudiante au doctorat en psychologie au profil scientifique et professionnel à l'UQAM depuis septembre 2022. Elle est co-dirigée par les professeurs Alison Paradis et Natacha Godbout. Ses intérêts de recherche portent sur les traumas interpersonnels en enfance, la parentalité, la mentalisation et les relations intimes. Donc, nous pouvons accueillir Élise. Dans certaines relations intimes, ça peut arriver que l'un des partenaires se montre jaloux ou possessif envers l'autre, ou encore qu'il se mette à exiger de l'autre de savoir en tout temps où il est, avec qui, etc. Tout ça, ça peut ultimement amener l'autre partenaire à se sentir prisonnier de sa relation.
Ce genre de comportement-là, c'est en fait des exemples d'une forme de violence qu'on retrouve fréquemment au sein des relations amoureuses, soit le contrôle coercitif dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, le contrôle coercitif, c'est quoi? En fait, le contrôle coercitif, c'est une forme de violence qui survient au sein des relations amoureuses et où le perpétrateur il va utiliser différentes stratégies dans le but de manipuler, de contrôler, puis d'exercer une certaine emprise puis du pouvoir sur l'autre personne. On va parler de comportements contrôlants lorsque le perpétrateur va faire une série de comportements dans le but d'exercer une emprise sur l'autre personne. Puis donc, ce n'est pas juste un comportement qui est isolé dans le temps. Donc, à ce moment-là, le perpétrateur, il va chercher à isoler l'autre personne de ses sources de soutien. Il va aussi chercher à exploiter ses capacités puis ses ressources. Puis enfin, il va aussi essayer de retirer tous les moyens que la victime a là pour garder son indépendance, pour résister ou encore pour fuir la relation. La coercition, ça consiste en quoi? En fait, on va parler de comportements coercitifs lorsqu'on retrouve une accumulation ou une série d'actions comme des actes de violence, des menaces, de l'intimidation, des gestes pour humilier l'autre ou encore du harcèlement. Puis tout ça, ça va avoir pour but de faire du mal, de punir ou d'effrayer la victime. Puis donc, l'utilisation des stratégies de coercition, ça va permettre au perpétrateur de garder vraiment un pouvoir sur l'autre personne. Donc, le contrôle coercitif, ça peut se manifester sous différentes formes. Puis donc, je vais vous en présenter quelques exemples aujourd'hui. Donc, d'abord, il y a le contrôle coercitif économique, c'est-à-dire que le perpétrateur, il va chercher à contrôler l'autre sur le plan financier. Il peut même chercher à rendre la victime dépendante de lui sur cet aspect-là. Donc, des exemples de ça, ça pourrait être d'empêcher la victime d'avoir accès aux revenus de la famille ou de le connaître. Ça peut être aussi d'empêcher l'autre de pouvoir étudier ou travailler, ou encore ça pourrait être de refuser de partager l'argent ou de payer sa part. Ensuite, une autre forme que le contrôle coercitif peut prendre, c'est via les menaces. Donc, à ce moment-là, le perpétrateur, il va faire différents types de menaces, comme par exemple menacer de blesser l'autre ou menacer de se blesser lui-même. Il pourrait aussi faire des menaces du genre menacer de quitter la relation, ou il peut aussi menacer de divulguer des informations personnelles sur la victime à d'autres personnes. Ensuite, le contrôle coercitif, ça peut aussi se manifester par l'intimidation. Donc, à ce moment-là, le perpétrateur, il va faire différents gestes pour intimider l'autre, comme par exemple, il pourrait utiliser la force physique. Une autre façon de faire, ça serait d'obliger l'autre à faire des comportements qu'il ne voulait pas faire initialement. Puis enfin, l'intimidation, ça peut aussi se manifester si le perpétrateur, lorsqu'il est en colère, il fait certains gestes comme, par exemple, lancer des objets ou briser les objets qui appartiennent à l'autre dans le but de l'intimider puis de montrer que c'est lui qui a le pouvoir. Ensuite, ça peut aussi se manifester par le contrôle des émotions. Donc, à ce moment-là, le perpétrateur de contrôle, il va chercher à contrôler l'émotion de l'autre en faisant, par exemple, le faisant sentir inadéquat ou encore en lui disant des choses blessantes ou des insultes. Il peut aussi chercher à l'humilier ou à le rabaisser devant d'autres personnes. Ensuite, une autre forme que le contrôle coercitif peut prendre, c'est l'isolement. Donc, à ce moment-là, le perpétrateur, il va chercher à limiter les contacts de la victime avec ses proches. Il peut aussi se montrer vraiment jaloux puis possessif, puis toujours demander à la victime avec qui aller, ce qu'elle fait, etc. Tout ça, ça va avoir pour but de dissuader puis de décourager la victime de voir d'autres personnes que le perpétrateur. Puis enfin, le contrôle coercitif peut aussi se manifester via la sexualité. Donc, à ce moment-là, on va parler de coercition sexuelle, puis on va retrouver différents comportements comme du chantage, se montrer insistant ou mettre de la pression sur l'autre dans le but de le manipuler, puis de le pousser à avoir des rapports sexuels. Donc, la violence physique, ça peut être utilisé comme un moyen par le perpétrateur pour exercer du contrôle sur l'autre. Par contre, la violence physique n'est pas toujours présente lorsqu'il y a du contrôle coercitif. Puis donc, il y a plein de manifestations possibles du contrôle coercitif, comme celle que je viens de vous présenter, qui ne requièrent pas l'utilisation de la violence physique.
Donc, bref, le contrôle coercitif, ça peut être vraiment subtil. Puis ça peut même être très difficile à repérer, surtout lorsqu'on ne retrouve pas de violence physique au sein de la relation. Donc, il y a certains gestes de contrôle qui sont assez évidents à reconnaître puis que la plupart des gens vont être capables d'identifier. Donc, tu sais, par exemple, fouiller dans le cellulaire de l'autre, c'est généralement reconnu comme étant un geste contrôlant. Par contre, il y a d'autres gestes puis d'autres comportements qui sont plus anodins puis en apparence plus banals, mais qui en fait reflètent du contrôle. Puis donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, d'abord, il y a le fait de contredire constamment son partenaire par rapport aux tâches ménagères. Donc, par exemple, si votre partenaire vous dit tout le temps que vous faites la vaisselle tout croche ou encore quand vous pliez du linge propre, c'est jamais assez bien plié à son goût. Donc, quand ce comportement-là est constamment répété, ça peut en fait refléter du contrôle de la part de l'autre puis être vraiment toxique puis néfaste pour la relation. Ensuite, le deuxième signe, ça peut être si l'autre vous pose très souvent des questions sur vos activités. Donc là, on s'entend, dans une certaine mesure, c'est normal que votre partenaire vous pose des questions sur votre quotidien, puis même que c'est important parce que ça démontre qu'il s'intéresse à vous. Là où ça devient problématique, c'est vraiment lorsqu'il se montre insistant, puis qu'il se met à vous demander il veut savoir absolument les moindres détails de tous vos moindres faits et gestes. Puis donc, si vous vous mettez à avoir l'impression de subir un interrogatoire à chaque fois que vous racontez votre journée, ça peut être un signe que votre partenaire est contrôlant. Ensuite, un autre signe, c'est d'insister pour que vous ayez des goûts similaires. Donc, encore une fois, on s'entend que c'est normal dans un couple d'avoir certains points en commun avec son partenaire. Peut-être même que vous connaissez des couples qui sont tellement fusionnels qu'ils vont avoir tendance à s'habiller tout le temps de la même façon puis à faire tout le temps les mêmes activités ensemble. Là où ça devient problématique, c'est vraiment lorsque l'autre se met à obliger son partenaire à avoir les mêmes goûts que lui. Donc, par exemple, l'obliger à aimer la musique de Taylor Swift. Une autre façon dont ça pourrait se manifester, ce serait de discréditer les goûts de l'autre. Donc, par exemple, vous n'aimez pas que votre partenaire n'aime pas les films Disney, donc il est comme, vous n'avez pas le droit d'écouter de films Disney. Ça, ce serait une autre façon dont ça pourrait se manifester. Donc, bref, ça devient problématique vraiment lorsque l'autre partenaire oblige l'autre à imiter ses préférences puis qu'il nie que c'est valide d'avoir des opinions différentes au sein d'un couple. Puis enfin, le dernier signe que je vais vous parler, c'est si votre partenaire n'est pas heureux lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Donc, par exemple, si vous êtes en train de sortir avec un couple d'amis, avec vos amis, ou encore qu'il insiste pour que vous voyiez vraiment personne d'autre que lui. Donc, quelques chiffres sur le contrôle. Donc, on sait que dans les cas plus sévères de violence conjugale où on retrouve beaucoup de contrôle coercitif, ça va souvent se passer chez les couples hétérosexuels, puis où ça va être l'homme qui va être le perpétrateur de contrôle. Par contre, c'est important de nuancer et de savoir que tant les femmes que les hommes peuvent être des perpétrateurs de contrôle. Puis, dans les études auprès de la population générale, donc chez des couples chez qui on va retrouver certains gestes de contrôle, mais qui vont arriver à une moins grande fréquence, puis où les gestes vont être moins sévères, on va retrouver des statistiques assez similaires chez les hommes et chez les femmes. Donc, à titre d'exemple, dans une étude, il y avait 41% des femmes et 43% des hommes qui ont dit avoir rapporté au moins une forme de contrôle au sein de leur relation amoureuse. Ensuite, il faut aussi savoir que les couples de la diversité sexuelle peuvent aussi vivre du contrôle au sein de la relation. Donc, par exemple, dans une étude, il y a une personne sur 4 qui a rapporté avoir vécu du contrôle chez des couples de même sexe. Donc là, avec les chiffres que je viens de vous présenter, vous pouvez vous dire, là, si ces chiffres-là sont aussi élevés, puis si c'est aussi fréquent que ça qu'il y ait du contrôle dans les relations amoureuses, est-ce que c'est normal de vivre du contrôle dans sa relation? Peut-être même que vous avez déjà entendu qu'être jaloux et possessif, ça pouvait être mignon puis romantique. Puis même dans de nombreux films romantiques populaires, on va retrouver certains gestes contrôlants chez l'un des partenaires ou chez les deux, comme par exemple dans la série After, le film Les pages de notre amour, puis la trilogie 50 nuances de Grey. Donc, pour reprendre l'exemple du film Les pages de notre amour, au début du film, le personnage de Noah, il va poursuivre le personnage d'Ali pour la convaincre de sortir avec lui. Puis il va vraiment se montrer insistant, même si ça fait déjà plusieurs fois qu'elle lui dit non.
Puis donc, il va aller jusqu'à la menacer de se jeter en bas d'une grande roue si elle refuse de sortir avec lui. Puis donc, ce comportement-là, dans le film, il est vraiment présenté comme étant romantique, puis il est même glorifié, parce que ça démontrerait qu'il l'aime tellement, puis qu'il tient tellement à elle, qu'il est prêt à s'enlever la vie pour elle. Or, c'est important de savoir que ce comportement-là, c'est en fait un comportement contrôlant, parce qu'il va utiliser jusqu'à la menace pour la manipuler, puis la pousser à faire qu'est-ce qu'il veut. Puis donc, selon la recherche, chez les couples de jeunes adultes puis chez les couples adolescents, c'est perçu comme étant normal de vivre du contrôle dans sa relation, puis c'est même interprété comme étant un signe d'amour puis d'engagement de la part du partenaire. Or, c'est important de savoir que vivre du contrôle coercitif au sein de sa relation, bien, ça peut entraîner différentes conséquences, notamment sur la santé mentale, comme par exemple, ça peut entraîner des symptômes de stress post-traumatique, des symptômes de dépression, puis une faible estime de soi. Puis même que ça prédirait davantage les problèmes de santé mentale que le fait de vivre de la violence physique. Puis enfin, ça peut aussi entraîner comme conséquence d'avoir le sentiment d'être piégé au sein de sa relation. Puis ça peut même entraîner une peur de l'autre partenaire, puis une peur de qu'est-ce qui arriverait si on oserait se séparer du partenaire contrôlant. Donc, pour conclure, j'aimerais juste dire que si jamais vous vous êtes reconnu dans les gestes dont j'ai parlé aujourd'hui, ou si vous reconnaissez la situation d'un de vos proches, bien, de juste savoir qu'il y a des ressources, puis de ne pas hésiter à les consulter si vous en ressentez le besoin. Donc, merci de votre écoute. Merci, Élise. Encore une fois, je vais inviter les gens donc, à venir poser leurs questions au micro pour environ 5 minutes. Allô? Allô? Je tiens à m'assurer que j'ai bien compris. Dans les statistiques, on voyait vraiment un écart entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, c'est bien ça? Est-ce qu'on a des informations qui nous permettent de comprendre cet écart? Parce que je pense que c'est 25% d'écart entre les deux. C'est vraiment très important. Oui, ben en fait, c'est selon vraiment une seule étude, mais je dirais que pour ce qui est des couples de la diversité sexuelle, il n'y a vraiment pas encore beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. Fait que je prendrais ça, je pense pas que ce soit... il faudrait faire probablement plus d'études pour vraiment avoir un meilleur portrait de c'est quoi les pourcentages qu'on peut retrouver chez cette population-là. Puis je pense pas que ça ait été fait de comparer encore les couples hétérosexuels aux couples de la diversité. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les couples de la diversité de façon générale, là. Donc, ce serait des sujets à approfondir. Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Allô, Allô. Merci pour ta présentation. J'avais une question plus pratique. Mis à part contacter les ressources, est-ce qu'il y a des interventions de plus large éventail qui existent pour lutter contre ça? Parce que je comprends que c'est pas quelque chose qu'on veut dans la société de manière globale. Ben là, en ce moment, il commence à y avoir de plus en plus des programmes, plus pour promouvoir des relations saines au sein des relations amoureuses, là, puis même au niveau, mettons, des relations auprès des adolescents. Je pense qu'il commence à y avoir des programmes, mettons, le programme, je pense, c'est Étincelle de Martine Hébert, qui porte sur comme promouvoir des relations saines amoureuses à l'adolescence. Je pense que c'est un programme qui commence à être imbriqué dans les écoles secondaires, fait qu'il y a ça que je sais qui existe. Parfait, merci. Puis j'ai une autre question, je ne sais pas si on aura la réponse ce soir. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse à ce genre d'enjeu. Qu'est-ce qui a mené vers ça? Est-ce que c'est comme des vagues de MeToo ou ça se passe de... Je connais vraiment rien de ce champ de recherche-là, fait que éclaire-moi là-dessus. Bien, je pense que pour le moment, on s'était surtout intéressé auparavant plus aux couples hétérosexuels où ça va être l'homme qui va perpétuer le contrôle puis la femme qui va être la victime. Puis on s'est plus intéressé aux cas plus graves de violence conjugale.
Mais là, on commence à faire de plus en plus des recherches, plus auprès de la population générale, donc avec vraiment des plus gros échantillons. Puis, de ce que je sache, dans les questionnements qu'on se pose, c'est vraiment à partir de quand est-ce que ça devient problématique, qu'il y ait du contrôle aussi dans une relation. Parce que dans les statistiques que je vous ai montrées, des fois, il y a un geste qui est rapporté, donc ça se demandait quand est-ce que ça devient vraiment grave puis qu'il faut intervenir. Merci beaucoup. Donc, merci encore une fois, Élise, pour ta présentation. Je pense qu'on va prendre une pause de 10 minutes, puis on va vous revenir après la pause pour les prochaines présentations. Alors, nous sommes maintenant de retour de la pause. Alors, on va recevoir la présentation de Nadia Martel, intitulée « Être dans le moment présent pour une meilleure satisfaction sexuelle ». Pour la présenter, Nadia est étudiante à la maîtrise en sexologie au profil recherche-intervention sous la direction de Natacha Godbout. Son projet de recherche porte sur la sexualité traumatique des survivants-survivantes d'agressions sexuelles en enfance et la présence attentive. Détenant un baccalauréat en études féministes et littérature anglaise de l'Université de Concordia, Nadia développe son expertise en transfert des connaissances. Alors, accueillons Nadia. Bonjour. Oui, donc, avant de commencer ma présentation, je voulais vous donner un peu le contexte de pourquoi je fais ma présentation sur la présence attentive, être dans le moment présent et tout ça. En fait, ça vient d'une conversation que j'ai eue avec un ami. J'ai un ami qui a une nouvelle relation amoureuse avec un nouveau chum. Dans le fond, il m'a raconté que ça allait vraiment bien avec ce nouveau chum-là, ils cliquent vraiment bien ensemble. Ils ont vraiment une bonne chimie, ils rient beaucoup ensemble, tout va bien, mais que, dans le fond, le moment où est-ce qu'ils ont des relations sexuelles, mon ami ressentait comme une distance de la part de son partenaire. Il sentait qu'il n'était pas vraiment dans le moment présent, pas tellement groundé, puis il en a parlé. Puis son nouveau chum, il a dit, ben c'est vrai que moi aussi, je me sens comme ça, je sens que comme, je suis pas vraiment là, je sens qu'il y a comme quelque chose, puis je sais pas ce qui se passe, ça fait longtemps que je vis ça, mais tu sais, c'est la première fois que, mettons, quelqu'un lui en parlait. Donc, il est allé voir un sexologue qui lui a conseillé de faire de la présence attentive pour aider justement à être plus dans le moment présent pendant leur relation sexuelle, donc vraiment faire la méditation, tout ça, comme Eliane a apporté. Donc, c'est quoi exactement être dans le moment présent? Comme Eliane a apporté tantôt, c'est vraiment de prêter attention au moment présent avec acceptation et sans jugement. Aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la présence attentive ou le mindfulness, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Il faut le voir un peu comme un muscle. Tout le monde est né avec une capacité dans le moment présent, mais on peut aussi le développer et vraiment rendre ça un peu plus fort chez nous. Il y a 5 dimensions à la présence attentive. La première, c'est d'observer. Donc, si on reprend l'exemple de mon ami puis son chum, qui remarque moi, c'est vrai, je me sens pas vraiment là, je sens quand même que je suis pas vraiment dans le moment. Ensuite, de décrire, de mettre des mots sur ce sentiment-là de « OK, je me sens pas, c'est vrai que je me sens pas bien avec ça. » Il en parle à mon ami, à son nouveau chum, à sa sexologue ou à son sexologue. Ensuite, d'agir avec conscience, donc de dire « OK, ben, tu sais, c'est vrai que je ressens ça, je vais peut-être mettre un peu une pause, puis aller voir comme quelqu'un pour, en attendant de pas non plus me jeter dans une relation, puis juste y aller comme un peu n'importe comment. » Et on fait toujours ça sans porter de jugement à comment on sent, nos sensations, et sans réagir, un peu de laisser nos émotions un peu plus difficiles, un peu les regarder passer, un peu comme on regarderait des nuages passer dans le ciel. Donc, vu que mon ami, c'est ça, son chum, il s'était associé avec la détresse sexuelle qu'il vivait, on peut se demander comment est-ce que ça peut comment aider à vivre avec un moins de détresse sexuelle la présence attentive.
Il y a 2 chemins qui sont vraiment intéressants à analyser. Le premier, c'est un chemin qui est direct, donc vraiment avoir plus de présence attentive, être plus capable dans le moment présent, va faire en sorte qu'on va vivre moins de détresse sexuelle, donc on va expliquer un peu plus tard, dans quelques secondes, c'est quoi la détresse sexuelle exactement, mais dans le fond, avoir une meilleure satisfaction aussi sexuelle. Et ça peut aussi, il y a un autre chemin qui est vraiment intéressant, qu'on va plus aborder en profondeur aujourd'hui, qui passe par l'estime de soi sexuelle. Donc, l'estime de soi sexuelle, c'est le fait d'avoir confiance en nos compétences en tant que partenaire sexuel, mais aussi en notre validité en tant que partenaire aussi sexuel, donc notre valeur en tant que partenaire. Dans le fond, une personne qui aurait une bonne estime de soi sexuelle serait une personne qui se considérait comme étant bon sexuellement, comme il aurait confiance qu'il aurait des relations sexuelles. C'est aussi une personne qui se voit comme ayant une bonne compétence sexuelle, puis il y a pas, comme il va avec confiance. Et la détresse sexuelle, elle, c'est vraiment de se sentir frustré, de sentir qu'on a de l'anxiété par rapport à nos compétences sexuelles. C'est vraiment le fait d'avoir une grande anxiété, une très, très grande anxiété qui va être vraiment un peu, on pourrait dire, envahissante quand on a des relations sexuelles. Et on a associé aussi la présence attentive avec la détresse sexuelle, comme je l'ai apporté tantôt, que dans le fond, moins on est dans le moment présent, plus on a de la détresse sexuelle aussi. Et la détresse sexuelle, c'est aussi quelque chose qui va être beaucoup associé avec les dysfonctions sexuelles. Donc, ça va être quelque chose qu'on va utiliser pour diagnostiquer une dysfonction sexuelle chez les personnes. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à la détresse sexuelle en tant que telle. Et donc, des dysfonctions comme des douleurs génitopelviennes et tout ça. Je vais vous présenter un chemin, dans le fond, de pourquoi la présence attentive augmente l'estime de soi sexuelle et ensuite va augmenter, va réduire nos chances d'avoir de la détresse sexuelle. Donc, le fait d'avoir une bonne présence attentive, même non sexuelle, donc de prendre des marches attentives, de faire la méditation, de faire même du yoga, le fait de vraiment faire des exercices de respiration, ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure présence attentive sexuelle. Donc, si on reprend encore l'exemple de mon ami puis son chum qui fait de la méditation, ben s'il passe 30 minutes de méditation par jour, même s'il prenait une marche de 1 heure par jour, ce qui est vraiment en présence attentive, il porte attention au son, il porte attention à ses respirations, porte attention à comment il se sent, ses émotions, tout ça, bien, ça va être plus facile après ça, dans un contexte sexuel, de faire la même chose, de porter attention à ses sensations érotiques, au toucher de son partenaire, et vraiment dans le moment présent, et tout ça sans jugement. Ce qui va faire qu'on va avoir une meilleure estime de soi sexuelle, parce que dans le fond, c'est le fait de mettre toute la place, en fait, mettre l'attention sur nous, se tourner vers nous, va faire en sorte qu'on va aussi donner plus de validité en tant que partenaire, et ce qui va faire qu'on va avoir ensuite une meilleure, moins de détresse sexuelle, donc plus de plaisir. Donc, je vous ramène les 5 dimensions de tantôt. Dans le fond, c'est intéressant aussi de voir les 5 dimensions comme un peu comme un pentagone, comme les 5 ensemble sont toutes importantes à construire ensemble de façon un peu qu'on veut que ce soit le plus égal possible, que ce ne soit pas un qui prenne plus de place que l'autre. Puis dans le fond, c'est vraiment le fait de faire toutes ces actions-là, ces 5 actions-là, donc observer, décrire, mettre des mots, agir avec conscience, donc pas se lancer dans des actions sans vraiment y penser, vraiment de pas juger, puis de vraiment pas réagir aux trucs qui sont des sensations, des émotions qui sont plus difficiles, bien, ça va faire en sorte que ça prend beaucoup de place. C'est quand même beaucoup d'attention qu'on porte là-dessus. Donc, il y a moins de place aussi pour la rumination, puis pour des pensées un peu plus invasives puis négatives. Donc, vraiment dans une situation inverse de ce que je viens de décrire. Donc, vraiment, le fait de... si, mettons, une personne... est complètement stressée par l'image d'elle qu'elle a. Est-ce que je plais à mon partenaire? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis bonne? Est-ce que je me sens... Est-ce que se juger beaucoup, bien, ça va vraiment apporter de rumination, puis ça va laisser peu de place à avoir une bonne estime de soi sexuelle. On va vraiment comme, tu sais, être dans un peu le déni de soi. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est avoir la présence attentive pour justement faire comme amener toute l'attention vers nous, puis faire, OK, non, comme, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Puis ensuite...
donc, vraiment, comment je me sens, puis en fond, se voir comme un meilleur partenaire sexuel, puis d'avoir une meilleure estime de nous. Il y a vraiment une façon de cultiver la présence attentive. Il y a plusieurs façons de la cultiver, mais dans un contexte sexuel ou non sexuel, ça va être vraiment de rester présent et de se concentrer sur les sensations qu'on va vivre, de prêter attention à notre respiration, de vraiment ralentir aussi le rythme. Ça va être aussi de prendre conscience aux sensations qui vont émerger, donc vraiment comme prendre le temps de vraiment faire attention à ce qui va monter. Ensuite, aussi, vraiment développer une connexion avec notre partenaire. Ça va être vraiment important, une communication aussi avec notre partenaire. Puis ensuite, on peut aussi favoriser une pratique de présence attentive quotidienne, soit qu'on prend des moments pour faire des exercices de respiration, du yoga encore, de la méditation un peu plus formelle, des démarches attentives aussi, ça peut être des bonnes manières. Donc, ce serait vraiment des façons qui seraient utiles. Si jamais vous avez des questions, je serais prête à les entendre aussi. Merci Nadia pour ta présentation. Donc, encore une fois, je vais accueillir les questions au micro ici. Allô. Dans le cadre de ta présentation, on utilise beaucoup la présence attentive dans un cadre d'une relation avec un être cher. J'ai un certain doute vis-à-vis de ta réponse, mais j'aimerais quand même l'entendre. Est-ce que la présence attentive peut être utile dans différents cadres de la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle ou encore... Oui. Rapidement, je pense que oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que... Attends, si je retourne... Vraiment, la présence attentive qui est non sexuelle va avoir un effet sexuel. Donc, tu sais, je sais que la présence attentive est utilisée dans plusieurs contextes, mais... ouais. Pour répondre rapidement, oui. Ouais. Merci. Allô, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si tu avais des données associées à ces liens-là. Genre, est-ce que... Oui? Oui, j'ai présenté ces résultats-là en congrès. J'ai des données un peu plus est-ce que tu peux en parler juste un petit peu comme qu'est-ce que vous avez rapporté? Ce qu'on a rapporté, c'est qu'il y a vraiment ce lien-là. Attends, je vais aller le reculer. Ce lien-là, il est vraiment présent. Puis c'est surtout, quand je parlais du pentagone des différentes dimensions, c'est qu'il y a différentes dimensions qui vont avoir des effets aussi sur l'estime de soi sexuelle, sur le lien comme ça, un peu en ligne, puis d'autres dimensions qui vont avoir plus un lien direct avec la détresse sexuelle aussi. OK. Puis ça serait lesquels, mettons, pour les deux? Dans le ça serait... Excusez-moi, ça m'intéresse. Non, c'est bon. Ce serait surtout... le non-jugement puis agir avec conscience qui sont vraiment liés avec la détresse sexuelle puis l'estime de soi sexuelle. Oui. Cool. Merci. Ça fait plaisir. Salut, très bonne présentation. Je voulais savoir si, selon toi, il y a des manières de, comme, tu sais, pour favoriser la connexion, tu sais, puisque tu parlais de la présence attentive avec le partenaire, est-ce qu'il y a des moyens comme pour favoriser une connexion avec un partenaire? Je sais pas si c'est une question trop spécifique, c'est peut-être pas tard. T'as-tu des idées, Rose? Je te pose la question! Non. C'est une bonne question. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Mais moi, je parle de connexion, c'est comme ça. Moi, je l'entends comme avec peut-être une communication, passer du temps avec son partenaire. Je pense que des moments intimes aussi. Comme, je pense que
quand que je parle de ralentir le rythme aussi, ça peut faire partie de favoriser la connexion aussi, tu sais, de vraiment ralentir puis donner plus d'espace parce que, tu sais, la vie de tous les jours va rapidement aussi. Fait que je pense que ça peut vraiment être plusieurs moyens, mais c'est une bonne question que je ne saurais pas répondre là. Parfait. Est-ce que tu penses que faire une pratique de présence attentive, mais en couple, genre, mettons, marcher en pleine conscience ensemble, ça pourrait être une chose qui pourrait... Tu penses que ça peut... Est-ce qu'il y a des études par rapport à ça? Je sais pas, c'est une bonne question s'il y a des études par rapport à si ça se fait en groupe. Je sais qu'il y a des études sur la présence, comme des méditations de groupe, l'effet que ça a sur le groupe. Mais c'est une bonne question. Je pense que, tu sais... ouais, je sais pas au niveau des études, mais je me disais que ce serait peut-être... je pense qu'il y a plusieurs façons de faire la présence attentive. Fait que c'est ça... Pourquoi pas, rendu là. C'est une connexion, ça aussi, tu sais. Parfait, merci. OK, pour rebondir sur ce que Rose parlait, les jeux érotiques, les choses comme ça, j'imagine ça ferait partie de la présence attentive, comme ça pratique. Est-ce que ça pratique indirectement ou directement? Je sais pas si ça en serait... peut-être, Eliane, tu saurais peut-être si ça en est... Oui, tu peux. Ben, est-ce que vous l'entendez un peu dans la salle? Je pense que je peux. Pauvre Nadia, mes instincts de grande sœur, ils viennent prendre le dessus. Grande sœur, c'est un terme symbolique qu'on utilise dans notre laboratoire. Donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, puis si je vais faire un parallèle un peu sur la question de Rose en même temps, il existe un lien entre le fait de pratiquer la présence attentive dans un contexte non sexuel et d'avoir une présence attentive en contexte sexuel. Cependant, l'un ne va pas toujours avec l'autre parce que les dispositions ou les capacités qu'on cultive dans un contexte non sexuel peuvent avoir de la difficulté à se répercuter dans le contexte sexuel. La sexualité exige ou fait appel à un grand sentiment de vulnérabilité, à une intensité des stimuli pendant les expériences. Donc, il y a beaucoup de sensations, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, des fois, le fait de pratiquer la présence attentive dans un contexte non sexuel peut faire en sorte que, pour certaines personnes, ça peut généralement moins bien fonctionner, même s'il existe quand même un lien qui est fort entre les deux. Donc, en ce sens, avoir des pratiques qui ne sont pas sexuelles peut aider au sentiment d'intimité qui, lui, est fortement relié à une sexualité qui est épanouissante et empreinte de présence attentive. Cependant, on peut aussi cultiver la présence attentive en contexte sexuel en essayant de porter attention à toutes les sensations du corps plutôt qu'à se concentrer uniquement sur la zone génitale. On peut tenter de porter attention, si jamais il y en a qui connaissent l'approche du Sensate Focus, à avoir des pratiques sexuelles qui sont non génitales, à porter attention sur les échanges de regards, sur les différents touchés non sexuels qui peuvent se produire durant une relation qui peut devenir sexuelle éventuellement. Puis sinon, pour ce qui est des jeux, ça dépend. Je ne suis pas une spécialiste des jeux de sex shop, mais ce qu'on sait des fois, c'est qu'ils encouragent beaucoup la consommation d'alcool. Tu sais, on prend une gorgée, puis on fait ci. C'est sûr que la consommation d'alcool n'est peut-être pas la plus compatible avec une sexualité en présence attentive. Cependant, s'il y a des activités qui favorisent le contact avec justement des sensations corporelles, toucher une zone du corps, dessiner sur des parties du corps, tout ça, c'est quelque chose qui pourrait quand même être effectivement travaillé dans un contexte de présence attentive. Mais tout dépend. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas ce qu'on fait qui compte, mais c'est comment on le fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ah, c'est excellent, ça. Merci. Donc, merci encore une fois, Nadia, pour ta présentation. On va maintenant accueillir la dernière présentation de la soirée.
Alors, on reçoit Jérémy Bouvier avec sa présentation intitulée « On danse le tango, gérer les conflits amoureux entre ados ». Pardon. Pour le présenter rapidement, Jérémy... Pour le présenter rapidement, donc, Jérémy est finissant à la maîtrise en sexologie, dirigée par Mylène Fernet et Alicine Paradis. Ses intérêts portent sur la gestion des conflits dans les relations amoureuses à l'adolescence. Il poursuit également une maîtrise en éducation, s'intéressant à la mise en œuvre de programmes en milieu scolaire. Donc, on peut accueillir Jérémy. Test, 1, 2, OK, parfait. Bonjour tout le monde. Alors, pour la dernière présentation, en fait, on va parler de conflits amoureux entre ados, puis aussi on va parler de tango. Bon, pourquoi on parle de danse avec les conflits? Bien, c'est sûr, je me suis déjà cassé la gueule en dansant, mais honnêtement, ça accote pas les stepettes que j'ai pu faire pour essayer de gérer des conflits puis sortir gagnant des situations. C'est sûr, la gestion des conflits, c'est une compétence, hein, au même titre que le tango, au même titre que la danse, que n'importe quoi. Donc, quand on commence, on n'est pas forcément des experts. Si on se replonge un peu à nos premiers pas, donc si on retourne, par exemple, à l'adolescence, c'est une période qu'on se rappelle qui est associée avec beaucoup de changements. Donc, on développe notre autonomie, on développe un peu l'intimité. Puis pour plusieurs, pas tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est aussi la période où on commence à explorer un peu la sexualité, on commence à explorer les premières relations amoureuses. Ça vient aussi avec beaucoup de conflits. Puis c'est des conflits qui, bon, avec les capacités qu'on a, lorsqu'ils sont moins bien gérés, ça peut dégénérer. Donc, c'est important de s'intéresser aux conflits, mais en réalité, c'est quoi exactement un conflit? Un conflit, c'est en fait une séquence de 4 étapes. Donc, on a un enjeu, on a une mise au point, on a des stratégies, puis ensuite, on a une issue. Si on prend, par exemple, l'exemple d'Alex et Steph. Donc, Alex et Steph ne s'entendent pas sur un choix d'activité. Donc là, on a un enjeu. L'enjeu va entraîner une mise au point. Donc, formellement, Alex va faire savoir à Steph qu'il n'a pas envie d'aller au cinéma. Non, ça ne lui tente pas. Non. Ensuite, Alex et Steph vont tous les deux utiliser des stratégies pour essayer de gérer le conflit, là. Donc, dans cet exemple-là, par exemple, Alex puis Steph vont discuter, puis ils vont chercher des compromis. Donc, ça va mener à une issue. Donc, dans ce cas-ci, ils vont décider de rester chez Steph, écouter un film sur Netflix. Donc, et voilà, tout le monde est content, on ne va pas au cinéma, on écoute un film. Le conflit est résolu. Mais les stratégies de gestion, dans ce cas-ci, étaient très, très positives. Donc, ils ont discuté entre eux, ils ont trouvé des compromis. C'est sûr, dans le cadre de mes travaux de mémoire, donc notre équipe, on a mené une étude qui nous a permis de faire sortir 4 grandes familles de stratégies qu'on peut tendre à employer, qu'on peut utiliser là, pour gérer les conflits. Donc, comme dans l'exemple d'Alex et Steph, ils peuvent discuter puis chercher des solutions. Donc, ça mène généralement à on s'entend... Ça mène à des solutions, c'est ce qu'on cherche. Mais on a également d'autres sortes de stratégies. Donc, par exemple, Alex aurait très bien pu chercher à éviter le conflit. Donc, il aurait très bien pu chercher à éviter Steph, pas lui en parler, pas en parler. Ou, par exemple, minimiser le conflit. Donc, se dire, « Ah, c'est pas tellement grave, là, c'est pas un gros conflit, etc. » On a également des stratégies qui sont plus confrontées, agressées. Donc, par exemple, Alex aurait pu se fâcher, aurait pu se mettre en colère, aurait pu crier, aurait pu aussi insulter Steph. Puis, on a également les stratégies de l'ordre d'exercer des pressions. Donc, Alex aurait peut-être pu, par exemple, exiger de ne pas aller au cinéma. Bon, là, c'est sûr, si on prend l'exemple inverse, ça ferait plus de sens. Par exemple, Steph aurait pu exiger d'aller au cinéma, même si Alex ne voulait pas y aller. Puis Alex aurait pu céder là, à cette pression-là. C'est sûr, ici, dans ce cas-ci, on a les 4 grandes familles de stratégies de conflit. Mais comme le tango, on se rend compte que ça se danse à 2. En fait, chacun des partenaires va utiliser des stratégies, mais la stratégie qu'Alex va utiliser va avoir une influence sur la stratégie que Steph va utiliser après.
ce qui va avoir une influence sur la stratégie d'Alex. Donc, on est comme dans une espèce de danse. Dans le fond, tout est une question d'interaction. Puis c'est ça aussi que nos travaux ont mis en lumière. En fait, à partir de l'enjeu, donc par exemple, si on reprend notre exemple d'Alex et Steph, donc l'enjeu qui était, bon, ils ne s'entendent pas sur le choix d'activité. Donc ensuite, il y a eu une mise au point. Donc Alex a fait à savoir à Steph qu'il ne voulait pas sortir au cinéma. Ben, en fait, ça entraîne un déséquilibre dans la relation. Donc là, la relation, elle est plus équilibrée. Donc, les besoins de l'un ne sont pas nécessairement comblés. Donc, Alex et Steph vont essayer de rétablir l'équilibre avant le conflit. Comment? En fait, Alex va utiliser une stratégie comme on a vu. Donc, dans l'exemple qu'on a sorti, donc, Alex va discuter, va essayer de trouver une solution. On pourrait prendre un autre exemple. Donc, dans ce cas-ci, Alex pourrait se mettre en colère. Donc là, Alex se fâche, hausse le ton, hausse la voix, puis se montre très agressif envers Steph. Bien, Steph, en réponse à ça, va aussi mobiliser une stratégie, puis Steph aussi, fort à parier que Steph va se mettre en colère à son tour. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça, là, un peu. Donc, Steph risque également d'hausser le ton et peut-être même d'insulter Alex. Quel effet ça va avoir? Ça va accentuer le déséquilibre. Donc, en fait, on a un plus grand déséquilibre qu'avant. Donc, Alex va mobiliser une stratégie. Je vous laisse deviner la suite. Ça risque de faire boule de neige. L'issue du conflit qu'on va atteindre, je ne vais pas vous voler le punch, mais normalement, ça ne sera pas une issue qui est très satisfaisante pour les deux partenaires. Quand les deux se fâchent puis se crient des noms d'animaux, généralement, ça n'amène pas à des compromis et des solutions. Donc, en fait, je vais vous présenter 4 cas de figure qu'on a pu trouver dans nos travaux. C'est des cas de figure, en fait, d'interaction qui peut arriver. Puis, en fait, je vais vous présenter les cas de figure accompagnés d'extraits forgés à partir de témoignages réels. Donc, le premier cas de figure, donc chacun s'agresse, puis passe à autre chose. Donc, désolé, j'ai besoin de voir un petit peu des fois. Alors, bon, c'est comme on a vu un peu, c'est vraiment l'exemple typique de boule de neige. Donc, si on danse un tango, là, les deux vont s'écraser les orteils, puis ils vont se faire des jambettes. Là. Ça ne sera pas super beau à voir. Donc, par exemple, je vais être méchant dans la façon que je parle, ça va dégénérer, ça dégénère. Puis par la suite, généralement, là, bon, ça pète. Puis là, ben, je vais me changer les idées. Donc, on change le sujet, puis ça passe à autre chose. Ce qu'on voit, par contre, c'est que les conflits qui mènent en fait, les stratégies, ces interactions-là de stratégie mènent généralement à une issue qui n'est pas très satisfaisante, puis les conflits vont souvent revenir plus tard. Donc, les mêmes conflits vont refaire surface et bon, il y a une chance qu'il y ait encore les mêmes stratégies qui soient à l'ordre du jour. Donc, le conflit n'est jamais vraiment résolu. On a un deuxième cas de figure. Alors, l'un poursuit, l'autre fuit. En fait, ça nous est tous déjà arrivé là, qu'on ne pas être dedans, l'expression. Donc, on a un examen qui est stressant, on a un souper de famille, on a une présentation au Bristol Brain qui nous stresse un peu. C'est pas nécessairement le meilleur moment pour aborder un enjeu. Donc, c'est sûr, des fois, on peut essayer d'éviter un peu les conflits, on n'a pas trop le goût d'en parler, puis notre partenaire peut vouloir négocier un besoin maintenant, il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. Bon, je veux dire, ben là, je voulais aller au cinéma, puis tu n'as pas voulu. Bon, en tout cas, on s'entend, là, ça peut être tout et n'importe quoi, les conflits. Mais des fois, ce n'est pas le meilleur moment pour en parler. Donc, on cherche à éviter là, la confrontation, on veut éviter le conflit, puis l'autre se montre de plus en plus insistant. Par exemple, je lui posais des questions, il ne répondait pas, je continuais, j'ai continué. Eh bien, généralement, ça va faire vraiment l'effet inverse. C'est très contre-productif. L'autre personne risque de se retirer davantage de l'interaction. Par exemple, j'étais frustrée, donc il a fallu que je cours dehors pour dépenser de l'énergie. Donc, on va voir que ça va entraîner beaucoup de frustration là, chez l'autre partenaire, puis il va vraiment se retirer là, le plus possible de l'interaction. Donc, il n'y a pas une grande chance là non plus d'atteindre une issue satisfaisante. On a également un troisième cas de figure. L'un exige, l'autre se soumet. Donc, en fait, un peu comme c'est expliqué, donc l'un des partenaires va vraiment exiger quelque chose, va vraiment imposer son besoin.
Puis l'autre partenaire va accepter, soit parce qu'il a peur des représailles ou pour acheter la paix, en quelque sorte, parce que c'est plus simple comme ça. Donc, vraiment, il y a comme une partie là, de déposer les armes puis de juste continuer parce que c'est plus facile, par exemple. Donc, je trouvais qu'il aidait trop son ami. Je lui ai dit d'arrêter de l'aider. Puis, ses gros yeux m'ont fait changer d'idée. Moi, je voulais faire ce que je voulais. Je voulais l'aider, mon ami, tu sais. Donc, on voit, là, il y a quand même une notion un peu de contrôle à travers ça, là. Puis, la quatrième, le cas de figure, évidemment, chacun peut collaborer. C'est encore possible de résoudre des conflits en 2023. Donc, en fait, on se parle, on s'écoute mutuellement. Puis, effectivement, ça mène à une issue qui est satisfaisante. Ça permet de trouver des solutions et des compromis. Donc, à partir de ces 4 cas de figure-là, on a pu soulever là, des astuces à mettre en pratique, en fait, autant pour les ados, mais autant pour vous, pour nous tous, même en tant qu'adultes. Je pense qu'on vit tous encore des conflits. Donc, d'abord, ça serait important d'engager calmement le dialogue. Donc, calmement et souligné, c'est pas pour rien. Donc, hein, on parle de présence attentive depuis tantôt, donc engagez calmement le dialogue avec votre partenaire. Également, l'écoute est essentielle. Donc, pour savoir quand ou non aborder les enjeux. Des fois, c'est pas le moment. Donc, arrêtez. Faites juste écouter. Puis, dans l'autre sens, c'est aussi important de communiquer ses propres besoins. Parce que même si vous avez l'air d'une fin de guerre mondiale, c'est important que vous communiquiez pourquoi à l'autre, parce que l'autre ne peut pas deviner, il n'est pas dans votre tête. Donc, si ce n'est pas le moment d'aborder un enjeu, faites-le savoir. Également, c'est important de valoriser les besoins de votre partenaire au même titre que les vôtres, et vice-versa. Donc, une relation, c'est à toute fin égalitaire. Donc, on veut que les besoins de chaque partenaire soient valorisés. Donc, je pourrais finir avec le mot de la fin. Donc, autant pour la santé de vos couples que la santé de vos orteils, je vous dirais, en fait, écoutez les besoins de votre partenaire, mais aussi, donc, exprimez vos besoins en retour. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Jérémy. Désolée ma voix aujourd'hui. Pour ta présentation, je vais juste laisser les personnes parler au micro. Allô? Bien, premièrement, je veux dire vraiment félicitations pour ta présentation. Elle était excellente, puis vraiment incroyable. Je ne sais pas si c'est la première fois, là, mais continue comme ça. Merci. Donc, dans le fond, la question, en fait, ce que je me posais comme question, c'est là, tu parles de conflits entre couples, mais ça s'applique certainement dans d'autres contextes. Et moi, je m'intéresse à l'engagement civique chez les ados. Puis je me demandais juste, au niveau de les différentes stratégies de gestion de conflits, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que ça a été démontré qu'il y a un lien avec la régulation émotionnelle, puis comment ça s'applique dans des contextes qui sont à l'extérieur, donc en général par rapport à des enjeux, tu sais, je veux dire, beaucoup des exemples se traduisent dans les médias, on n'a pas besoin d'aller très loin pour avoir des exemples de conflits, mais voilà, je me demandais c'était quoi les autres liens qui avaient ressorti. Certainement. Bien, en fait, quand on parle de conflits avec les adolescents, c'est sûr que la régulation émotionnelle est quand même un sujet qui est pertinent, là. Je veux dire, je ne serais pas en mesure, par contre, de mentionner quel lien il y a, ou du moins dans quelle mesure la régulation émotionnelle va venir jouer, vu que c'était pas c'était pas une variable d'intérêt pour moi, du moins, j'ai pas vraiment étudié ça. Mais oui, définitivement, je chercherais dans cette piste-là. Il y a quelque chose à dire là-dessus. Sinon, absolument, là, les conflits amoureux, je veux dire, les stratégies, on peut aussi les penser pour les conflits non amoureux, par exemple, les conflits de travail ou les conflits, peu importe, avec les adolescents entre pairs. Est-ce que c'est les mêmes stratégies qui ressortent? Ça reste à voir. Donc, c'est sûr, nos travaux ont comme fait ressortir la catégorie des stratégies plus en lien avec les pressions, donc qui font écho avec la coercition qu'on a vue pendant la présentation d'Élise, que c'est plus le contrôle.
Ça, c'est quand même c'est assez propre à la relation amoureuse. Pas que c'est impossible qu'on la retrouve ailleurs. Je suis juste pas certain si ça a été encore vraiment conceptualisé. Mais c'est sûr, du moment où on a parlé de compromis, confrontation, évitement, on fait un peu comme un portrait global de tout ce qui peut humainement être fait pendant un conflit, là. Donc oui, je dirais que les mêmes stratégies ont beaucoup de chances de se retrouver aussi dans les autres contextes. Je ne serais pas en mesure de dire s'ils seraient formulés de la même façon, par contre. Merci beaucoup. Non, ça fait plaisir. Allô, merci pour la présentation. J'ai une question de la même nature que la dernière fois que j'ai pris le micro. J'ai des formations professionnelles en santé publique, donc je m'intéresse aux interventions populationnelles. Et donc, moi, ce que j'entendais avec ma paire de lunettes, c'est je vois des conflits. Ben, en fait, ça fait un peu de pouce à ce que Nessa disait sur les médias sociaux. Donc, des sujets polarisants, gauche-droite, par exemple. Et donc, à ce moment-là, est-ce que sur le web, il y a de l'espace pour l'écoute et le dialogue? Si oui, comment? Et pouvons-nous transmettre ce message à tout le monde? Et après, je ne sais pas, c'est peut-être un peu loin de ce que tu dis, mais je vois des liens qui pourraient être intéressants. Je me demandais ton avis là-dessus, en fait. Oh, c'est vraiment intéressant, honnêtement. Je dirais qu'on est plongeon total dans une étude future. Donc, c'est sûr, les nouvelles technologies, bon, le nom le dit, là, sont nouvelles. Hein? Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour bien comprendre l'impact que ça a, les conséquences que ça a. Maintenant, en 2023, on le sait, hein, les médias sociaux, ça a un gros impact, autant sur la santé sexuelle que sur... nommer les variables, là, je vais probablement vous dire oui. C'est sûr, maintenant, on l'a comme établi, en fait, dans les grandes théories en lien avec la violence. Donc, on avait beaucoup la violence physique, psychologique, sexuelle. Puis là, dernièrement, on a inclus la cyberviolence, justement, qui est la violence, la forme un petit peu... C'est tellement spécifique là, au harcèlement online, puis ces choses-là. Donc, je dirais, pour les cyberconflits, n'est pas quelque chose que moi, j'ai déjà entendu parler, jamais. C'est vraiment intéressant, mais honnêtement, je dirais, faites ça, quelqu'un. Donc, faites vos travaux de recherche. Faites vos recherches. Absolument. Donc, faites un mémoire ou un doctorat sur les conflits sur les plateformes en ligne. Je pense qu'on va en tirer énormément de choses. Merci beaucoup. Allô, bravo pour ta Bonjour. présentation, c'était très bon. Donc, moi, je voulais savoir, par rapport à un de tes derniers points, tu disais, valoriser les besoins de ton partenaire ou de ta partenaire autant ou au même titre, en fait, que tes propres besoins. Puis, je me demandais, par rapport à l'établissement des limites personnelles en couple, comment conjuguer les limites que tu veux établir versus les besoins de l'autre partenaire? Est-ce que tu sais comment... je veux dire, en fait, ton avis là-dessus. Je sais que c'est un petit peu... C'est un gros sujet aussi, fait que... C'est ça, il y a des programmes, par exemple, en milieu scolaire, où il y a toutes sortes de programmes, curriculum qui, ils se basent directement là-dessus, sur comprendre ses propres frontières. Donc, c'est sûr, je ne répondrai pas en 3 minutes, forcément. Comme tu dis, c'est un immense sujet. Mais c'est sûr, l'idée, c'est vraiment l'égalité des besoins. C'est de se connaître puis d'être capable d'aller exprimer à son partenaire c'est quoi la limite à ne pas dépasser. Puis si cette limite-là est dépassée, il ne faut pas se taire, il faut le dire. Non, c'est pas correct. Il y a quelque chose là qui a été franchi, il faut repousser, il faut mettre sa limite au même titre qu'écouter la limite de l'autre. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on partage un espace, puis j'ai des besoins, tu as des besoins, puis des fois, on a des conflits, des fois les besoins de l'un ne sont pas comblés, des fois les besoins de l'autre ne sont pas comblés, mais on ne vient pas empiéter sur le jardin de l'autre, tu sais. Donc, c'est vraiment cette notion-là, oui. Tu ferais une distinction là, entre les limites et les besoins, qui sont comme deux choses différentes quand même à considérer. Oui, je ferais définitivement une distinction, tout à fait. J'adore, merci. C'est super bon. Bon, je pense que c'est tout. Hein? Merci encore une fois. Donc, c'est maintenant l'heure du quiz. Donc, on va afficher un code QR à l'écran en avant. Donc, je vous invite à simplement prendre le code QR puis aller répondre au quiz, puis on vous revient dans une dizaine de minutes environ.
1, 2, allô? Donc, c'est maintenant l'heure des résultats du quiz. Donc, est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? Allô? Merci! Alors, juste avant d'annoncer les gagnants, nous tenions à remercier donc, le public ce soir, les présentateurs et présentatrices, nos bénévoles de Bishop Brain, bien sûr notre collaborateur, donc Trace et le Petit Campus. Donc, on peut donner une main d'applaudissement à toutes ces belles personnes. On tenait également à vous inviter donc, à notre prochain événement avec thématique cancer et immunologie le lundi 27 février à 18h, ici même.